J'ai tué ma mère d'un baiser empoisonné, un soir de pluie à Paris, et le monde n'a pas bronché. Mon frère, ce serpent que j'appelais sang de mon sang, m'a regardé implorer pardon pour un crime qu'il avait commis, et il a ri dans l'ombre de Notre-Dame. Aujourd'hui, je marche sur les pavés glissants de la Seine, libre mais brisé, me demandant si la vengeance est un triomphe ou une tombe ouverte. Les rues de Montmartre dégoulinaient de cette humidité poisseuse qui colle à la peau comme un reproche familial. J'étais né là, dans l'ombre des moulins fantômes, élevé par une meute de loups déguisés en parents aimants. Ma mère, Élise, avec ses yeux verts qui perçaient les âmes comme des lames de guillotine, m'avait appris dès l'enfance que mes désirs n'étaient que des échos faibles face à la symphonie de leurs besoins. Pierre, mon chéri, un fils vrai plie son dos pour que la famille reste droite, murmurait-elle en versant le vin rouge dans nos verres, le liquide sombre comme le secret qu'elle portait dans son ventre depuis des décennies. Mon père, un fantôme alcoolisé nommé Henri, hochait la tête en silence, ses mains tremblantes serrant un cigare éteint, symbole de ses ambitions consumées par la dette et les mensonges. J'avais 10 ans quand j'ai compris que prioriser leurs sentiments signifiait enterrer les miens vivants. Ce jour-là, dans notre appartement exigu du 18e arrondissement, Élise avait pleuré des heures parce que son amant, un certain Raoul, galeriste aux moustaches cirées, l'avait quittée pour une jeunette de Pigalle. Au lieu de la consoler avec des mots doux, j'ai offert mon jouet préféré, un train électrique hérité de grand-père, que j'ai fracassé sous ses yeux pour qu'elle voie ma douleur comme un sacrifice. « Regarde, maman, je le brise pour toi », ai-je dit, les larmes coulant, et elle a souri, essuyant son visage sur ma chemise. Henri, avachi dans son fauteuil, a marmonné « C'est ça, un homme de la famille ». Mon frère aîné, Lucien, 17 ans et déjà un sourire de renard, m'a tapoté l'épaule. « Bien joué, petit. On protège les nôtres, toujours. » Ce « toujours » était un piège, un fil de soie autour de ma gorge. Les années ont filé comme les métros bondés de la ligne 2, emportant mes rêves d'évasion. À 20 ans, j'étudiais la littérature à la Sorbonne, dévorant Camus et Sartre dans les cafés enfumés de Saint-Germain, rêvant d'une vie où je existais sans guillemets. Mais la famille appelait, et je répondais. Élise, maintenant veuve après la disparition mystérieuse d'Henri dans une nuit de brouillard sur la Marne, un accident de bateau qu'on n'a jamais enquêté, réclamait mon retour pour gérer ses affaires. Lucien, quant à lui, gravissait les échelons d'une banque privée à la Défense, avec ses costumes sur mesure et ses maîtresses interchangeables. « Pierre, tu es le pilier discret », me disait-il au téléphone, sa voix suave comme du cognac frelaté. Je rentrais chaque week-end, cuisinant des coques au vin pour apaiser les humeurs d'Élise, écoutant ses plaintes sur Raoul qu'il avait ruiné financièrement, laissant derrière lui une pile de factures et un ventre gonflé de regrets. C'est lors d'un de ces dîners que le premier verre est entré dans la pomme. Nous étions à table, sous la lumière jaunâtre de la lampe en cristal fissuré, quand Élise a sorti une boîte en velours noir. « C'est pour toi, Pierre », a-t-elle dit, les yeux brillants. Dedans, un médaillon ancien, gravé d'un serpent mordant sa queue, l'Ouroboros de notre lignée, symbole d'éternité maudite. Ton grand-père l'a porté jusqu'à sa mort en prison, accusé à tort d'espionnage pendant la guerre. Il a pris la faute pour protéger la famille. J'ai frissonné, sentant le métal froid contre ma peau. Lucien a ri doucement. Comme nous tous, hein? Prioriser, c'est survivre. Ce soir-là, j'ai rêvé d'un serpent qui me dévorait de l'intérieur, et au réveil, j'ai juré de ne plus plier. Mais l'affirmation de soi est une lame à double tranchant, et la mienne a commencé par une broutille. Refuser d'annuler un rendez-vous avec une éditrice pour babysitter le neveu imaginaire d'Élise. « Pierre, tu es égoïste », a-t-elle hurlé au téléphone, sa voix un cri de corbeau sur les toits de Paris. J'ai raccroché, le cœur battant, et pour la première fois, j'ai goûté à la liberté, amère comme un café noir sans sucre. Lucien m'a appelé le lendemain. « Fais gaffe, frangin. Maman est fragile. Souviens-toi de papa. » Sa menace voilée m'a glacé, mais j'ai persisté. J'ai publié mon premier roman, un pamphlet sur l'étouffement familial inspiré de nos dîners maudits, et il s'est vendu modestement dans les librairies du quartier latin. Élise l'a lu en cachette et m'a convoqué. « C'est moi, ça? Ton poison? Tu nous trahis pour des mots. » J'ai nié, mais le doute s'est insinué, comme la pluie dans les fissures des vieux immeubles parisiens. Peu à peu, mes actes d'affirmation ont fissuré le cocon familial. J'ai refusé un poste stable à la banque de Lucien pour poursuivre l'écriture, déclenchant une tempête. « Tu nous abandonnes pour des chimères », pleurait Élise, se jetant dans les bras de Lucien qui, avec son calme calculateur, organisait une intervention. Lors de cette soirée forcée dans notre ancien appartement, maintenant un musée de rancune, ils m'ont assailli de souvenirs. Le train brisé, les nuits à veiller Henri ivre, les dettes de Raoul payées de ma poche d'étudiant. « Tu nous dois tout », a sifflé Lucien, ses yeux comme des billes de glace. J'ai craqué, hurlant. « Et moi? Qui paie pour mes silences ?»
Le silence qui a suivi était plus lourd que la Bastille en 1789. Élise s'est évanouie théâtralement, et Lucien m'a traîné dehors sous la pluie, murmurant « Tu joues avec le feu, Pierre. » Et le feu, chez nous, consume tout. Ce fut le début de la fin, ou peut-être le milieu d'un cauchemar que je croyais être une renaissance. J'ai déménagé dans un studio minuscule près de la Seine, écrivant furieusement sous les ponts où les amants se noient en silence. Mon deuxième livre, plus sombre, explorait la trahison fraternelle à travers un narrateur qui empoisonne son sang pour se libérer. Les critiques l'ont salué comme un coup de poignard hugolien, mais à la maison familiale, c'était la guerre. Élise m'envoyait des lettres tachées de larmes, Lucien des SMS codés « Reviens ou perds tout ». J'ai ignoré, affirmant mon « je » comme un révolutionnaire sur les barricades. Mais Paris, cette putain capricieuse, c'est que la liberté a un prix. La solitude et pire, les ombres qui rampent. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient comme du sang versé, Lucien m'a convoqué dans un bistrot de Belleville. Assis face à face, une bouteille de Bordeaux entre nous, il a lâché la bombe. Élise est malade. Cancer. Elle a besoin de toi. Son ton était neutre, mais ses yeux dansaient la valse de la manipulation. J'ai foncé à l'hôpital Cochin, où elle gisait pâle comme un fantôme de la comédie française. Mon fils, a-t-elle murmuré, serrant ma main, promet de veiller sur Lucien. Il porte nos secrets. Quels secrets? J'ai pressé, mais elle s'est endormie, laissant un vide plus profond que la crypte des rois. Lucien, dehors, m'a pris à part. C'est à toi de la soigner. Priorise, comme toujours. J'ai acquiescé, le cœur serré, ignorant que ce soin serait mon linceul. Les mois suivants ont été un tourbillon de seringues et de mensonges. Je quittais mes deadlines pour des nuits blanches au chevet d'Élise, écoutant ses confessions chuchotées. Raoul n'était pas un amant, mais un complice dans une fraude artistique. Des toiles falsifiées vendues à des collectionneurs naïfs, finançant notre vie de façade. Ton père savait, et il a payé, a-t-elle avoué un soir, les yeux vitreux de morphine. Payé comment? Suicide. Meurtre. Elle s'est tue, mais le poison s'instillait. Lucien gérait les finances, vendant les dernières reliques familiales, et moi, le bouc émissaire, signais les chèques sans poser de questions. Mon roman en cours pourrissait sur mon bureau. L'affirmation de soi? Une illusion, un fil tendu au-dessus du vide. Puis vint la nuit où tout bascula. Élise, agonisante, m'a appelé dans la pénombre de sa chambre d'hôtel particulier loué à Neuilly. Un luxe précaire financé par Dieu sait quoi. « Pierre, prends ça », a-t-elle dit, me tendant une fiole de liquide clair. Pour la douleur. C'était de la morphine pure, mais diluée avec quelque chose de plus sombre. Un sédatif illégal que Lucien avait arrangé via ses contacts bancaires. J'ai hésité, affirmant pour la première fois « Non, maman. Appelons le médecin. » Elle a pleuré. « Tu me laisses souffrir? Après tout. » J'ai cédé, injectant la dose, la regardant s'éteindre avec un sourire paisible. « Merci, mon pilier. » Lucien est arrivé après, feignant le choc. « Que as-tu fait, Pierre? » C'est du meurtre. La police est venue, alertée anonymement, par qui? Moi, bien sûr, j'ai porté le chapeau, j'ai voulu abréger ses souffrances. Accusé d'euthanasie illégale, j'ai été jeté en cellule pendant que Lucien héritait de tout, ses yeux luisants de victoire. Libéré sous caution grâce à un avocat bidon payé par. Qui? J'ai compris, la trahison était un art familial, hérité comme le médaillon. Élise n'était pas malade. Le cancer était une mise en scène pour me piéger, me forcer à prioriser jusqu'au crime. Lucien, ce serpent, avait falsifié les dossiers médicaux, ourdi le plan pour s'emparer de l'héritage, ses toiles volées, ses comptes offshore. Et moi? Lê gan Jezabel, gánh tội thay cho anh ta. La rage a monté, noire comme la Seine en crue, et j'ai juré vengeance. Pas une vengeance brute, mais française, calculée, théâtrale, empoisonnée de mots et de mensonges. La liberté conditionnelle est une chaîne dorée, gravée de conditions que les juges parisiens adorent tisser comme des toiles d'araignée. J'ai émergé de la maison d'arrêt de Fresnes avec un tatouage invisible, la marque du traître familial. Les rues de la capitale, autrefois mes muses, me toisaient maintenant avec suspicion, leurs pavés luisants de la pluie hivernale me rappelant le sol glissant où j'avais glissé. Lucien m'avait sauvé en payant la caution, mais son appel suivant était un poison sucré. « Reviens à la maison, Pierre. On est famille. » Famille. Ce mot sonnait comme un glas dans les clochers de Saint-Sulpice. J'ai refusé, me terrant dans mon studio près du Pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendent comme des supplices. Là, j'ai commencé à déterrer les secrets, fil par fil. Premier fil, les dossiers médicaux d'Élise, obtenus via un contact hacker du dark web,
un ex-étudiant de la Sorbonne ruiné par ses propres dettes. Pas de cancer, juste une anémie chronique, amplifiée par des pilules pour simuler la faiblesse. Lucien avait payé un toubib véreux à l'hôpital pour les faux rapports. Deuxième fil, les comptes bancaires. En fouillant les archives de la banque de Lucien, j'ai découvert les transferts, des millions en euros sales, issus des toiles falsifiées de Raoul, blanchies via des galeries d'art à Montparnasse. Élise avait été la muse complice, posant pour les contrefaçons. Henri, le transporteur discret jusqu'à ce qu'il menace de craquer, disparaissant dans la Marne avec un peu d'aide fraternelle. La nuit, je marchais le long de la Seine, le vent froid fouettant mon visage comme les gifles d'Élise. Prioriser leurs sentiments, m'avait-elle appris, mais maintenant, je priorisais la mienne. Une soif de justice tordue, un appel à la revanche qui me consumait plus vite qu'un joint dans un squat de Barbès. Lucien, ce caméléon, changeait de peau à chaque rencontre. Lors de notre premier rendez-vous familial dans un café du Marais, il était le frère éploré. Pierre, maman t'aurait pardonné. C'était un accident. Ses larmes étaient des perles de crocodile, et quand j'ai mentionné les dossiers, son masque a glissé une seconde, un éclat de rage pure, vite noyé dans un sourire. Tu délires, frangin. Le stress t'a brisé. Il a payé l'addition, glissant un chèque, pour tes frais légaux. Ne me déçois pas. Mais je décevais déjà. J'ai contacté un ancien amant d'Élise, un peintre raté nommé Marcel, vivant dans une mansarde de Montmartre puant la térébenthine et le regret. Raoul, un escroc, oui, a-t-il craché entre deux gorgées de pastis. Élise et Lucien ont monté le coup ensemble après la mort d'Henri. Le vieux voulait balancer aux flics, alors. Un haussement d'épaule et l'histoire se précisait. Henri n'était pas tombé. On l'avait poussé, une disparition maquillée en suicide pour couvrir les fraudes. Marcel avait une toile originale, cachée, preuve irréfutable. Je l'ai achetée pour une bouchée de pain, la planquant dans mon studio comme un talisman maudit. L'affirmation de soi, cette leçon que j'avais payée de ma liberté, se muait en obsession. J'ai recommencé à écrire, mais pas un roman, un journal de vengeance, des pages noircies de plans. Exposer Lucien via un article anonyme dans Le Monde, ou mieux, un livre choc titré « Le sang des serpents », où je dépeindrais notre famille comme une dynastie de traîtres hugoliens. Mais la prudence française m'a retenu. La revanche doit être un balai, pas une boucherie. J'ai infiltré le cercle de Lucien, acceptant un « job » comme consultant littéraire pour sa banque, ironie cruelle, vendant des mots pour blanchir de l'argent sale. Là, j'ai vu son vrai visage, mielleux avec les clients, tyrannique avec les subalternes, un Napoléon de pupitre qui licenciait d'un claquement de doigts. Une décision controversée a scellé mon chemin. J'ai séduit Claire, la secrétaire de Lucien, une rousse aux yeux de chat-huant qui rêvait d'évasion. Il est un monstre, m'a-t-elle confié un soir, dans un hôtel borgne de Bastille, nos corps entrelacés comme des serpents rivaux. Elle m'a donné accès à ses mets, des preuves de pots de vin, de chantage à des politiciens de l'Élysée. Mais Claire ignorait que je la manipulais. Était-ce de la trahison ou de la survie? Les lecteurs de mon futur livre choisiraient leur camp. Moi, le vengeur impitoyable, ou Lucien, le frère protecteur forcé à la dureté? La tension montait, UAM comme les catacombes sous nos pieds, et Paris, complice muette, assistait au drame. Le premier coup porté fut subtil. Une fuite anonyme à un journaliste de Libération, décrivant les fraudes sans nommer Lucien. Les actions de la banque chutèrent de 5%, et mon frère paniqua, m'appelant furieux. « C'est toi ? Après tout ce que j'ai fait ?» J'ai nié, feignant l'innocence, et il a riposté par un lynchage familial. Des rumeurs dans notre cercle. Pierre est fou, il a tué maman par jalousie. Mes amis du quartier latin se sont éloignés, me laissant seul avec mes fantômes. Mais la solitude forge l'acier. J'ai rencontré Antoine, un détective privé ex-flic, boiteux d'une bavure à Nanterre, qui creusa plus profond pour 500 € par semaine. Ton frère a un alibi pour la mort d'Henri, m'a-t-il dit un soir pluvieux, dans un bar de Châtelet. Mais pas pour l'étoile. Et il y a pire, Élise n'est pas ta mère biologique. Ce twist m'a foudroyé comme un orage sur la tour Eiffel. Antoine avait déterré un certificat de naissance falsifié. J'étais le fils illégitime de Raoul et d'une servante congolaise, adoptée par Élise pour nettoyer la lignée. Lucien le savait, et c'est pour ça qu'il me méprisait. Un batargane titaille chaud le pur sang. La trahison s'approfondissait, un puissant fond, et ma vengeance prenait une teinte raciale controversée. Exposer non seulement les crimes, mais le mensonge ethnique qui m'avait volé mon identité. Était-ce justice ou racisme inversé? Les débats feraient rage, divisant les âmes sensibles de la gauche parisienne. Avec cette bombe, j'ai armé mon plan. Claire, maintenant amoureuse ou dupe, m'a fourni l'adresse d'un coffre-fort à Genève, où Lucien stockait les originaux volés. J'ai volé la clé lors d'une soirée arrosée à l'opéra, me glissant dans son manteau comme un voleur de gants.
Le voyage en train TGV, sous la neige naissante des Alpes, fut un purgatoire. Vision d'Élise riant de ma naïveté, Henri criant depuis les eaux noires. À Genève, le coffre s'ouvrit sur un trésor maudit. Toile de monnaie falsifiée, bijoux d'Henri et une lettre d'Élise. Pierre, si tu lis ça, Lucien a gagné. Priorise-toi, pour une fois. Trop tard. J'ai pris des photos, laissé une toile lacérée comme carte de visite. De retour à Paris, la tension crut comme une marée haute. Lucien me convoqua dans son bureau vitré de la Défense, la skyline de la ville comme un décor de film catastrophe. Tu fouines, Pierre? Arrête, ou je te brise. Sa voix était un venin poli, et pour la première fois, il montra sa main. Un revolver dissimulé, illégal, vestige d'Henri. Pour protéger la famille. J'ai ri, amèrement. Quelle famille? Celle qui m'a fait Ganti. Il blêmit, luttant pour son masque, et ce fut le moment. J'ai envoyé les photos à Antoine, qui les transmit à Interpol. Les sirènes hurlèrent bientôt dans les canyons de verre, mais Lucien s'échappa, me laissant face aux flics, il m'a tendu un piège. Accusé de complicité encore une fois, j'ai goûté la bile de l'ironie. Les menottes étaient froides comme les baisers d'Élise, et le commissariat du 8e arrondissement puait le café rance et les rêves avortés. Assis sur un banc dur, face à un inspecteur bedonnant nommé Duval, un cliché de maigret fatigué, j'ai nié tout en bloc, mon esprit filant comme un TGV vers le cœur du complot. Monsieur Lefebvre, votre frère dit que vous avez fabriqué ces preuves pour le ruiner. Famille déchirée, hein? Classique parisien. Duval mâchonnait son cigare éteint, attendant que je craque. Mais l'affirmation de soi, cette flamme que j'avais allumée au prix de ma liberté, brûlait plus fort. J'ai souri. Inspecteur, les serpents se mordent la queue dans ma famille. Interrogez l'étoile. Libéré à nouveau, grâce à un avocat cette fois honnête, financé par les avances de mon éditeur, j'ai émergé dans la nuit parisienne, les lumières de l'Arc de Triomphe clignotant comme des yeux moqueurs. Lucien s'était volatilisé, laissant un mot sur mon paillasson. Tu as gagné une bataille, pas la guerre. Priorise la paix, ou péris. La paix? Un leurre pour les faibles. J'ai riposté par les mots, mon arme la plus française. Un article anonyme dans le Figaro, titré « Le scandale des ombres, fraude artistique et meurtre caché dans l'élite bancaire ». Les détails étaient voilés, mais assez pour que les vautours médiatiques s'abattent. France Inter en parla le matin même, et les actions de la banque plongèrent de 20%. Lucien, traqué, changea de masque, victime innocente dans une interview larmoyante sur BFM, accusant un frère jaloux rongé par la culpabilité maternelle. La controverse explosa comme une baguette chaude sous la presse. Les réseaux sociaux, ce cirque moderne, se divisèrent. D'un côté, les progressistes hurlant au lynchage familial et à ma toxicité affirmée. De l'autre, les conservateurs saluant ma rébellion contre l'hypocrisie bourgeoise. J'étais le héros maudit ou le monstre ingrat. Même mes anciens profs de la Sorbonne prirent parti, un mail collectif me traitant de Icare familial. Paris, ville des Lumières, adorait les drames qui divisent, et je dansais au milieu, le cœur battant la chamade. Antoine, mon détective boiteux, m'apporta le prochain fil. Lucien est à Cannes, en fuite avec une escorte et un sac de cash. Mais il prépare un contre-coup. Il va te faire passer pour le cerveau des fraudes depuis le début. Preuve à l'appui, des mets falsifiés, datés avant la mort d'Élise, me liant à Raoul. Le bâtard que j'étais, avec mes racines congolaises cachées, serait l'alibi parfait, l'immigrant infiltré. La décision controversée fut mienne. Je contactai Interpol moi-même, révélant mon héritage, pour discréditer Lucien. Je ne suis pas son frère de sang, mais son bouc émissaire, déclarai-je dans une vidéo virale sur YouTube, filmée sur le Pont-Neuf, la scène témoin muette. Le twist racial enflamma les débats, racisme anti-français ou cri de justice post-coloniale. Les PHE se chia, comme promis, et ma vengeance prenait une teinte shakespearienne, sombre et disputée. Pourtant, la tension montait, UAM comme les brumes matinales sur Montmartre. Claire, ma dupe amoureuse, me trahit à son tour, ou fut-elle forcée? Elle apparut un soir à ma porte, les yeux rougis. Lucien, c'est pour nous. Il m'a menacé. Je l'ai laissé entrer, mais le doute rongeait. Était-elle une taupe? Nos nuits devinrent un balai de suspicion, corps enlacés mais âmes en guerre. Pierre, affirme-toi avec moi, murmurait-elle, mais je voyais l'ombre de Lucien dans ses caresses. Un matin, elle disparut, laissant un mot. Pardon. Il a promis la sécurité. La trahison cascadait, et je me sentis plus seul que Hugo exilé à Guernesey. Le plan culmina lors du Festival de Cannes, où Lucien s'était erré dans une suite du Carlton, feignant d'être un producteur en deuil. J'y volais, billets payés par les royalties de mon article, déguisé en journaliste freelance.
La croisette bruissait de stars et de secrets, Palmier se balançant comme des pendules de potence. Je l'attendis dans le bar de l'hôtel, un pastis à la main, quand il entra, costume impeccable, sourire de requin. « Pierre, tu es pathétique. Viens, on négocie. » Sa voix était un miel empoisonné, et il proposa « Laisse tomber, et j'avoue tout. Pour maman. » Le mensonge puait, mais je jouais le jeu, commandant une seconde tournée. C'est là que le chaos éclata, dramatique et français jusqu'à l'os. Alors que les flashs des paparazzis crépitaient dehors, je glissai la fiole, la même que pour Élise, volée dans son cabinet, dans son verre. À la famille, toast et jeu, et il but, ignorant le sédatif. Ses yeux s'écarquillèrent quand la vérité jaillit. Tu le sais pour Raoul. J'acquiesçai, révélant la lettre, l'étoile, le bateau. Tu m'as fait ganti, Lucien. Pour un héritage volé. Il rit, un gloussement hystérique. Et toi? Tu as tué maman pour te libérer. Hypocrite. La dispute s'enflamma, attirant la sécurité, mais avant qu'il n'intervienne, il s'effondra, le poison agissant vite, pas mortel, juste assez pour le paralyser. Les flics français arrivèrent en trombe, menottes au poing, et Lucien, bavant sur le marbre, murmura « C'est lui. Le cerveau. » Mais Antoine avait tout filmé via une caméra cachée, et Interpol surgit avec les mandats. La presse explosa. Frères ennemis, meurtre, fraude et identité volée au cœur de Cannes. Les lecteurs chiapaient moi, le vengeur empoisonné, ou Lucien, la victime d'un frère fou. La tension culmina en direct, UAM étendu, avec des appels à la clémence et des cris de justice pour les bâtards. Pourtant, le twist n'était pas fini. En cellule, attendant le jugement, Claire revint. Je n'étais pas une taupe. J'ai enregistré ses aveux. Preuve en main, elle me sauva. Mais à quel prix? Son amour était-il vrai, ou une autre manipulation? Paris, depuis ma geôle, me manquait comme un amant infidèle. Le procès fut un opéra bouffe et tragique, se déroulant dans le palais de justice de l'île de la Cité, où les fantômes de la Révolution hantaient encore les couloirs de pierre. Lucien, pâle et défait dans son box, alternait masque, victime larmoyante un jour, accusateur virulent le lendemain. Mon frère m'a drogué pour me voler mon empire. Hurlait-il, ses avocats, des requins de la place Vendôme, tissant des toiles de doute autour de mon affirmation toxique. Moi, en face, serein comme un Camus face à l'absurde, je comptais notre saga, le train brisé, les nuits au chevet, le baiser empoisonné. J'ai priorisé jusqu'à l'os, et ils m'ont dévoré, déclarai-je au jury, mes mots ciselés comme des sonnets baudelairiens. Les témoins défilèrent comme des acteurs de boulevard. Marcel le peintre, crachant ses rancunes sur les toiles falsifiées, Duval l'inspecteur, grommelant sur les familles françaises tordues. Et Claire, la rousse fatale, dont le témoignage fit basculer la salle. Lucien m'a forcé à trahir Pierre, mais j'ai choisi la vérité, dit-elle, les yeux dans les miens, provoquant un murmure de scandale. Était-ce de l'amour ou du calcul? Les tabloïds titrèrent « L'amour vengeur » ou « La putain du procès », divisant l'opinion publique en camps passionnés. Les féministes me taxaient de manipulateur, les traditionalistes pleuraient la décadence fraternelle. Paris, ville de controverse, se délectait du spectacle, café bondé débattant de mon sacrifice bâtard. Au milieu de ce chaos, un secret plus profond émergea. Via Antoine, j'appris que Henri n'était pas mort noyé. Son corps, repêché des années plus tard dans la Vase de la Marne, portait des traces de strangulation. Lucien, 16 ans à l'époque, l'avait étouffé pour un motif futile. Une dispute sur l'héritage de Raoul, mon vrai père. Élise avait couvert, me faisant gagne titaille par omission, me forgeant en pilier pour soutenir leur façade. La révélation, présentée au tribunal, fit taire la salle, un hoquet collectif, puis l'orage des flashs. Lucien craqua enfin, son masque tombant comme une perruque de théâtre. C'était pour nous protéger. Pierre n'était qu'un outil, un sang mêlé pour laver nos péchés. Le mot « sang mêlé » résonna comme un coup de feu, déclenchant des protestations, des cris de racistes. Et une pause forcée. Ma vengeance atteignait son apogée, tendue comme un arc balestin, mais les décisions controversées pleuvaient. J'ai refusé un plé-à-bargain, avoué une part pour libérer Lucien, affirmant « non, que le monde voit le serpent entier ». Claire, à mes côtés maintenant, plaida ma cause dans les médias. Pierre a appris à s'affirmer au prix de son âme. Mais son rôle posait question. Avait-elle aimé Lucien avant moi? Les rumeurs enflaient, UAM et insidieuses, menaçant de me noyer dans le doute. Antoine, fidèle limier, creusa. Elle était sa maîtresse, Pierre. Mais elle a switché pour survivre. Une autre trahison? Ou rédemption? Le jury délibéra 3 jours, sous la pluie battante de printemps, tandis que je marchais en cellule,
hanté par les yeux verts d'Élise. Le verdict tomba comme une guillotine. Lucien, coupable de fraude, meurtre et extorsion, 20 ans ferme. Moi, acquitté pour légitime défense morale, un précédent controversé, salué par les uns comme triomphe de l'individu, maudit par les autres comme anarchie familiale. La salle explosa, hurrah des victimes de fraude artistique, huée des conservateurs voyant en moi un destructeur de liens sacrés. Dehors, sur le parvis Notre-Dame, la foule se scinda, manifestation pour justice pour les bâtards. Contre-manif pour famille d'abord. J'étais le catalyseur, le pivot du débat, et pour la première fois, mon « je » pesait plus lourd que leurs sentiments. Mais la victoire avait un goût de cendre. Claire disparut le soir même, laissant une lettre. « Je t'aime, mais la lumière me brûle. » Par sans moi. Était-ce fin ou twist? Lucien, depuis sa cellule de la santé, m'envoya un mot. « Tu as gagné, mais à quel prix ?» Maman rit en enfer. La tension ne s'apaisait pas. Elle mutait, sombre et introspective. J'ai publié le journal de vengeance sous forme de roman, l'Ouroboro brisé, best-seller instantané, mais chaque page saignait de regrets. Paris m'accueillit en héros maudit, invitation au dîner littéraire où on me sondait. Affirmer soi, est-ce égoïsme? Je répondais par le silence, marchant la nuit vers la Marne, où Henri reposait peut-être en paix. Pourtant, un fil pendait encore, la toile originale de Marcel, que j'avais gardée. Vendue aux enchères chez Drouot, elle rapporta une fortune, assez pour fonder une bourse pour enfants adoptés, un acte de rédemption controversé. Hypocrisie, dirent les cyniques, guérison, plaidèrent les âmes tendres. La revanche, cette danse macabre, s'achevait sur une note ambiguë, laissant les lecteurs débattre. Triomphe ou tragédie? Les mois post-procès filèrent comme les vapeurs d'un express sur la gare de Lyon, emportant les débris de ma vie brisée vers un horizon incertain. Paris, cette maîtresse volage, m'avait rendu mon jeu. Mais à quel coût? Mon appartement du Pont des Arts, autrefois un nid de mots, puait maintenant le vide, livres entassés comme des tombes, la Seine en bas chantant des berceuses de noyer. J'écrivais encore, mais les pages étaient sèches, dépourvues de la rage qui les avait nourries. L'affirmation m'a presque ruiné, confiai-je à mon reflet dans le miroir fêlé, voyant un homme de 35 ans aux yeux creux, marqué par les serpents familiaux. Lucien pourrissait à la santé, correspondant via des lettres censurées. « Pierre, tu es libre, mais enchaîné à ton triomphe. Reviens me voir. » Ces mots étaient un appât, et contre toute raison, j'y allais un après-midi d'été, sous le ciel azur moqueur. Derrière la vitre blindée, son visage avait vieilli, rides de haine, yeux de renard apprivoisés. Tu as tout pris, l'héritage, l'honneur. Mais maman, elle voulait que tu gagnes pour toujours. Je ris, amer. Et toi? Le meurtre d'Henri pour un tableau. Il haussa les épaules. Priorisé, frangin. Comme tu l'as appris. Le twist final jaillit alors. Comme un poignard dans les règles du jeu, Élise n'est pas morte du poison. Elle a simulé, payé un sosie pour l'hôpital. Elle vit à Lisbonne, avec l'argent restant. Mon monde vacilla. La trahison ultime, une mère fantôme riant de ma vengeance. Je quittai la prison en titubant, le cœur un volcan éteint. Antoine confirma. Trace bancaire vers le Portugal, un nom d'emprunt. Était-ce vrai? Un mensonge de Lucien pour me tourmenter? La quête devint obsession. Un road trip solitaire vers le sud, passant par les vignobles de Bordeaux où le vin rouge évoquait le sang d'Henri. À Lisbonne, sous les azulégeaux bleus, je la trouvai, Élise, vieillie mais vive, dans un café surplombant le Tage. « Pierre, murmura-t-elle, sans surprise. Tu as affirmé, et regarde, ruine. » Ses yeux verts perçaient encore, et elle avoua, le cancer était faux, pour te tester. Lucien a poussé trop loin, mais toi, tu as tué l'innocente. Le sosie, une actrice de Pigalle, morte vraiment de l'injection, un meurtre involontaire que j'avais commis. Le chaos-trao de la revanche se mua en tragédie grecque, disputée dans l'ombre des tramways jaunes. Pourquoi? Hurlai-je, les passants nous toisant comme un couple en crise. Pour te libérer, idiot. Prioriser les leurs t'étouffait. J'ai forcé ta main. Sa décision, sacrifier une vie pour ma renaissance, divisait, monstre maternel ou amour sacrificiel. Je la laissai là, fuyant vers l'aéroport, l'âme en lambeaux. De retour à Paris, Claire réapparut, enceinte. De toi ou de lui? Choisis. Le choix fut ma dernière affirmation. Je l'abandonnai, priorisant enfin mon chaos intérieur. Va-t'en, dis-je, et elle partit, emportant le dilemme. Le livre final, Ruine d'affirmation, sorti en automne, un best-seller controversé finissant sur un twist ouvert. Élise capture ou libérée? Lucien rédimé ou damné?
Les lecteurs débattirent des nuits entières dans les bistrots de Saint-Germain, Chia PHE entre empathie pour le vengeur brisé et horreur pour ses crimes collatéraux. KT BKCH, sans happy end net. Je marche encore sur les pavés, libre mais hanté, me demandant si prioriser soit une victoire ou une tombe. La scène coule, indifférente, et Paris rit doucement de mes illusions.